Alors aujourd'hui, je vais finir toute la première partie sur la notion d'information de Fisher que je vais finalement introduire, ainsi que les fameuses bornes de Cramer-Rao qui explicitent le fait que cette information de Fisher permet de caractériser l'erreur minimum qu'on fait lorsque l'on fait de l'inférence de paramètres. Donc, on va commencer par démontrer le théorème de consistance des estimateurs de maximum likelihood. Ensuite, donc, je vais vous introduire l'information de Fisher et on va démontrer les bornes de Cramer-Rao. Et je finirai par le résultat de convergence normale asymptotique qui est important parce que, en fait, non seulement ces estimateurs de maximum de vraisemblance sont consistants, c'est-à-dire vont converger vers le bon paramètre, mais ils sont optimaux, c'est-à-dire qu'ils atteignent la performance optimale qui est limitée par la borne de Cramer-Rao, et on converge avec une erreur qui devient gaussienne, et c'est ça qui est montré, ça c'est important pour avoir des intervalles de confiance. Alors, juste peut-être un commentaire avant de commencer. Dans tous ces théorèmes de consistance, ce qu'on suppose, c'est que la distribution des données appartient à une famille paramétrée de distribution et on essaye d'identifier le paramètre qui correspond à la distribution. Mais qu'en est-il si la distribution P, en fait, n'appartient pas à cette famille et que, malgré tout, on essaye d'estimer le maximum de vraisemblance? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Donc, cette famille de paramètres, je l'avais dit, d'un point de vue géométrique, on peut voir ça comme des éléments d'une variété qui correspondent à cette probabilité. Et puis, d'une certaine manière, quand on calcule le maximum likelihood, on va se retrouver quelque part, on a notre proba P qui, elle, n'appartient pas à cette variété, et on va se retrouver quelque part ici. Et qu'est-ce que ça veut dire d'associer ce point-là? Alors, pour comprendre ça, il faut voir que le maximum likelihood peut être relié à la divergence de Kullback-Leibler. Donc ça, c'est une remarque par laquelle je vais commencer. Cette divergence, quand vous avez deux lois de probabilité P et Q, la divergence de Kullback-Leibler de P relativement à Q, c'est l'intégrale, la moyenne, relativement à la distribution de P, de log de P sur Q. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Ça, on va le voir dans la deuxième partie du cours. Log de P, c'est en quelque sorte le code optimal pour coder des éléments qui sont produits par la distribution P. Eh bien, c'est en quelque sorte l'inefficacité qu'on ferait si jamais on codait des éléments de P avec un code qui est issu de Q. Donc, c'est d'une certaine manière, on le verra, ça peut être interprété comme une inefficacité de codage. Alors, si on regarde cette distance de Kullback-Leibler où Q, donc on va essayer, devient la... Alors, excusez-moi, c'est une divergence, ce n'est pas une distance parce que ce n'est pas symétrique, P par rapport à Q, c'est la famille Pθ. Eh bien, évidemment, on peut diviser le log en deux parties. On va avoir l'intégrale de P de x log de P de x. Et puis, la deuxième partie que vous récupérez, c'est l'intégrale de P de x log de Pθ de x dx. Et là, ce que vous reconnaissez, en fait, c'est donc la moyenne du likelihood de l'observation sous hypothèse de θ. Donc ça, c'est la fonction de likelihood moyenne. Et donc, si jamais vous maximisez le maximum de vraisemblance, ça revient en fait à minimiser cette distance de Kullback-Leibler.
Et donc ça peut s'interpréter comme on appelle ça une information de projection de la distribution P sur la surface des densités de probabilité paramétrées par θ. Donc faire un maximum de vraisemblance, c'est la même chose que minimiser une distance de Kullback-Leibler. Donc même si votre probabilité n'appartient pas à l'ensemble, la classe, vous allez obtenir, au sens de cette distance, l'élément le plus proche. Alors, ça, c'était une remarque. Deuxième remarque, pour les notes de cours, donc je voulais le rementionner. Il y a ces notes de cours qui sont produites par Jean-Éric Campagne, que je remercie à nouveau ici. Et vous pouvez y accéder si vous allez sur la page de présentation du cours. Il y a un lien vers cette page web et vous pouvez récupérer ces notes de cours qui fait semaine par semaine. Voilà, donc on va maintenant démontrer le théorème de consistance. Alors, le théorème de consistance, je vous rappelle, ce qu'on avait démontré, c'est que si vous regardez le likelihood ou le log likelihood, je vais l'écrire, L de θ étoile pour un x, eh bien celui-ci va être plus grand que le likelihood pour un autre paramètre θ, avec une probabilité qui va être égale à 1 dans la limite où n tend vers l'infini. Donc dans la limite où la taille des données x étant une famille d'observations indépendantes xi de taille n, dans la limite où les données tendent vers l'infini, le likelihood va être toujours plus grand si on a le bon paramètre. Ici, ce n'est pas unique, on aura strictement supérieur, mais on suppose ici l'unicité, donc on va avoir une strictement plus grande. Donc là, le théorème de convergence asymptotique, lui, est un peu plus précis. Il va dire que le θ lui-même converge vers θ étoile. Donc je vous rappelle, pour ça, on a besoin d'un certain nombre de propriétés de régularité que je vous avais données. La première propriété de régularité, c'est l'unicité, c'est-à-dire que si θ est différent de θ', alors Pθ est différent de Pθ'. On a aussi une propriété de support de manière à pouvoir calculer des rapports de log. Donc on va supposer que les supports des Pθ sont identiques. Et la dernière propriété, c'est qu'on va supposer que θ étoile, qui est le paramètre de la loi, appartient à l'intérieur de l'ensemble de tous les paramètres oméga, qui est l'ensemble des θ. Donc ça va être important pour démontrer le théorème de convergence. Et ce que je vais supposer dans ce théorème, c'est que le likelihood, donc le log de la proba, est bien dérivable. Donc je vais supposer que P de xθ est dérivable par rapport à θ. Et donc, le likelihood, dans ces cas-là, l'estimateur de maximum de vraisemblance, eh bien, il va être défini par le fait que la dérivée, donc je vous rappelle, L de θ de x, c'est le log de la proba en θ, que cette dérivée-là, elle va être égale à 0. Ça va définir un estimateur de maximum de vraisemblance. Et le théorème de consistance dit qu'il existe une solution, une séquence θn chapeau qui va converger vers θ étoile en probabilité. Donc, si évidemment θn est unique, ce qui ne va pas forcément être le cas, à ce moment-là, l'estimateur de maximum de vraisemblance va converger vers
le paramètre de la loi, donc je suppose ici que P appartient bien à ma famille, et s'il y en a plusieurs, eh bien, parmi tous les maximums de likelihood, je peux trouver une séquence qui va converger. Alors, pour ça, il va falloir quelque chose une forme de propriété uniforme pour obtenir ce résultat-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du résultat qui est en haut, et je vais regarder l'ensemble des x à n fixé. Alors, je vais prendre un paramètre a qui est positif, et je vais prendre ce paramètre a qui est positif tel que le θ étoile moins a et θ étoile plus a, l'intervalle, il appartient à oméga. Ce que je peux supposer, parce que j'ai supposé que mon θ étoile, il appartenait à l'intérieur de mon ensemble oméga, donc je peux trouver un petit carré qui va rester à l'intérieur de mon ensemble oméga. Et donc je vais regarder l'ensemble des x tel que le likelihood en θ étoile moins a et θ étoile plus a est plus petit que le likelihood en eta. C'est-à-dire que donc, je vais avoir que le likelihood en θ étoile pour le x est plus grand que le likelihood en θ étoile moins a, et je veux que le likelihood en θ étoile, donc sur les bornes, ici et ici, donc en θ étoile x, est aussi plus grand que le likelihood en θ étoile plus a x. D'accord, donc je vais considérer cet ensemble, et ce que je sais par le théorème que j'avais démontré, c'est que la probabilité pour que ceci et ceci se passe, quand n tend vers l'infini, va tendre vers 1. Donc la proba de Sn, quand n tend vers l'infini, tend vers 1. Donc presque tous les éléments vont appartenir à cet ensemble. Alors ensuite, ce que je vais en déduire, c'est la présence de mon maximum likelihood. Ce qui se passe, c'est que je sais que le likelihood, si je regarde ma variable θ, si je me place en θ étoile moins a, j'ai un θ étoile, je sais que le likelihood est au-dessus, et disons en θ étoile plus a, il est ici. Donc quelque part au milieu, puisque je sais que ici c'est plus grand que ici et ici, c'est le théorème de Rolle qui me dit que quelque part, je vais avoir un maximal qui va être à l'intérieur. Donc j'ai une fonction qui est plus grande à l'intérieur de cet intervalle, donc elle va avoir, et comme elle est continue, parce que je vais supposer dérivable, je vais avoir un maximum en un certain n chapeau. Donc du coup, je peux considérer un autre ensemble que je vais appeler S tilde, c'est l'ensemble des x tel que il existe un θn chapeau, tel que θn chapeau moins θ étoile soit plus petit que A, et évidemment, c'est un maximum likelihood, la dérivée en θn de x est égale à 0. Ce que je sais, c'est que si jamais j'ai un élément, si je suis dans cet ensemble, donc je suis dans cette configuration-là, forcément, il existe un maximum likelihood qui satisfait ceci. Donc ce que je sais, c'est que l'ensemble Sn est inclus dans l'ensemble Sn tilde. Ça me dit en particulier que la proba de Sn, elle va être plus petite que la proba de Sn tilde. Donc je suis dans cette situation où j'ai maintenant un ensemble Sn dont la proba est plus petit que mon autre ensemble Sn tilde, je l'ai dit, et celle-là, évidemment tout ça c'est des probas donc c'est plus petit que 1, et ça en même temps quand n tend vers l'infini, ça tend vers 1. Donc forcément, ça, la proba de ça, quand n va tendre vers l'infini, elle va tendre vers 1. Donc du coup, j'ai démontré qu'avec une probabilité 1,
pour tout paramètre A, je vais trouver un θn chapeau, c'est-à-dire un maximum likelihood, qui est proche de θ étoile. Donc, j'ai bien démontré mon théorème modulo le fait qu'il faut que ce soit une séquence. Donc, à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que dans cet ensemble-là, je vais en prendre un qui est le plus proche de θ étoile, et puis je vais le suivre n par n, et j'ai ainsi démontré mon théorème qui est ici, qui est que je vais avoir une convergence de cette séquence vers θ étoile avec une proba qui tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Voilà, donc ça me donne mon résultat de consistance. Et à nouveau, ce résultat de consistance me garantit que si j'ai alors ça c'était par exemple l'exemple des familles exponentielles qu'on a étudiées la dernière fois. Dans le cas des familles exponentielles, le likelihood est convexe, donc il y a unicité du maximum likelihood, et à ce moment-là, je vais avoir la convergence de cet unique estimateur vers le θ avec une probabilité qui va être égale à 1. Alors ensuite, la question qui va venir, se poser la question, est-ce que finalement c'est un estimateur qui est efficace? Est-ce qu'on peut faire mieux que ce type d'estimateur? Et pour pouvoir répondre à ce genre de questions, il va falloir essayer de voir quelles sont les bornes, autrement dit les possibilités d'approcher le paramètre idéal avec un estimateur quelconque. Et ça, c'est le genre de questions auxquelles on va répondre à travers la notion d'information de Fisher et la bande de Cramer-Rao. Alors, l'information de Fisher. Donc, intuitivement, l'idée, c'est d'essayer de quantifier la quantité d'informations, l'information que des données vont apporter sur un paramètre pour l'inférence d'un paramètre. Donc sur le paramètre θ qui va définir la densité de probabilité de ces données. Donc c'est ça qu'on aimerait avoir. Et derrière cette notion d'information, il y a notamment cette idée d'additivité, c'est-à-dire que si on a des données indépendantes, l'information intuitivement doit pouvoir s'additionner. Donc pour définir ça, on va supposer en plus, c'est une propriété de régularité numéro 3, c'est que la densité de probabilité, Pθ, est 2 fois dérivable par rapport à θ, pas simplement une fois. Et dans ce que je vais faire aussi, on va supposer un petit peu plus, c'est que vous le verrez qu'on peut échanger les intégrales, c'est-à-dire que l'intégrale de Pθ dx, si je fais la dérivée seconde, c'est la même chose que l'intégrale de la dérivée seconde. Et ça veut simplement dire que la dérivée seconde doit, en valeur absolue, disons typiquement, être dominée. C'est le théorème de convergence dominée dont on a besoin ici. C'est typiquement, on va l'avoir dès qu'il y a un peu de décroissance. Donc ça, il n'y aura pas de problème. Donc, pour accéder à cette notion d'information de Fisher, on va revenir au score. Alors, le score, on l'a vu, ça consiste à regarder la dérivée de log de Pθ par rapport à θ, et c'est ce score qui doit s'annuler lorsqu'on a atteint un estimateur de maximum de vraisemblance. Alors, il y a une première observation, c'est que si je regarde la valeur moyenne du score, donc si je regarde l'espérance de ce score, c'est-à-dire log de Pθ sur dθ, c'est toujours 0. Si jamais je me mets au point qui est le point qui correspond à la densité de probabilité P, c'est-à-dire qu'à chaque fois je noterai θ étoile, ça correspond au paramètre Pθ
qui est égale à la vraie proba. Alors ça, ce n'est pas très surprenant, puisque, a priori, le likelihood va s'annuler. Alors, comment est-ce que ça se démontre? Eh bien, si vous regardez la dérivée de log par rapport à θ, ben vous allez avoir la dérivée de pθ par rapport à θ divisé par pθ. Maintenant, si vous regardez une espérance, eh ben, ça va consister à calculer l'intégrale de pθ fois la dérivée par rapport au vrai. Donc l'espérance, c'est par rapport à la vraie proba, autrement dit par rapport au paramètre θ étoile. Et donc je vais avoir l'intégrale de pθ étoile. Mais là, il se trouve que j'ai pris justement θ égale θ étoile. Donc si je remplace par ceci, le pθ étoile va ici se simplifier. Et ça va être tout simplement l'intégrale du p dθ en θ égale θ étoile. Et dx, et puis la dérivée, vous pouvez la sortir comme l'intégrale de pθ étoile dx, ça vaut 1, pour tout θ, ça vaut 1, et bien ça, évidemment, la dérivée, ça va valoir 0, et donc vous allez bien avoir que l'espérance du score est égale à 0. D'accord? Donc, vous avez, ce que vous savez, c'est que au maximum, donc vous allez avoir votre, quelque sorte, vos paramètres θ que vous parcourez, puis vous avez votre θ étoile qui va être ici. Vous savez qu'en moyenne, l'espérance vaut 0, et ce que vous voulez du coup voir, c'est un peu la variabilité autour de cette moyenne. Donc ce qu'on va regarder, du coup, c'est la variance autour de cette moyenne, et c'est là qu'on a la notion d'information de Fisher. Alors l'information de Fisher, ça peut être vu comme étant la variance de log de pθ du score en θ égale θ étoile. Alors, la variance, eh bien, ça va être la valeur de ceci moins sa moyenne, mais la moyenne vaut 0, donc au carré, et donc ça va être l'espérance de la dérivée de log de pθ sur dθ au carré en θ égale θ étoile. Et ça, on va appeler ça l'information de Fisher. D'accord? Donc, c'est la variance, la variabilité de votre log de pθ, et ça fait du sens parce que ce que vous allez essayer d'optimiser, de maximiser, c'est la vraisemblance, c'est-à-dire cette quantité. Et ce que vous voulez savoir, c'est si jamais je suis au point idéal, θ étoile, suivant les données que j'ai, en quoi est-ce que ma valeur va varier. Et l'idée, c'est que plus ça varie fort, moins vous allez avoir d'erreurs, parce que ça veut dire que si jamais vous êtes très piqué, eh bien, vous allez être très sensible à ces variations, et donc vous allez pouvoir beaucoup plus précisément estimer la valeur de θ. Alors que si jamais votre log de pθ est très plat, eh bien, avec une toute petite variation du log de θ, vous allez pouvoir, de la dérivée, vous allez beaucoup vous balader et vous allez avoir une grosse erreur sur θ. Donc l'idée, c'est qu'on a envie d'avoir quelque chose de piqué. Et cette idée... Donc, oui, on va formaliser cette propriété avec la proposition suivante qui relie cette variance, autrement dit l'information de Fisher, à la dérivée seconde. Et ce qu'on va montrer, c'est que ceci, ce n'est autre que... non. Oui, c'est pas terrible. C'est l'espérance de la dérivée seconde de log de pθ par rapport à θ. Alors, comment on montre ça? On va calculer la dérivée première en tout état.
de log de pθ, c'est-à-dire l'espérance du carré. Donc ce qu'on a vu, c'est que je vais partir de la dérivée seconde. Alors, la dérivée seconde, donc c'est la dérivée de log de pθ par rapport à θ. Ben, c'est la dérivée de la dérivée première. La dérivée première du log, c'est d de pθ par rapport à θ, divisé par pθ. Donc, vous allez avoir deux termes. Le premier terme, il va vous donner la dérivée, donc je mets la dérivée sur le pθ, et je vais avoir un d de pθ sur dθ, et puis je vais avoir un moins 1 sur pθ au carré, et puis je vais avoir un deuxième terme, excusez-moi, le deuxième terme, ça va donner la dérivée seconde de pθ par rapport à θ, carré, fois 1 sur pθ. OK. Et maintenant, il faut intégrer ça par rapport à S. Là, j'ai un carré, excusez-moi. Donc, je vais intégrer ça par rapport à la probabilité, parce que je vais calculer l'espérance. Donc, on va finir la démonstration. Je prends l'espérance de ceci. Donc, l'espérance de la dérivée seconde du log de pθ par rapport à θ. Ça va consister à faire l'intégrale de cette dérivée seconde par rapport à pθ étoile de x dx. Donc, quand je vais faire le produit avec ça, ceci va disparaître. Je vais avoir l'intégrale d'une dérivée seconde. Et alors là, c'est exactement le même argument qu'ici. Si vous mettez une dérivée seconde ici, comme l'intégrale vaut 1, la dérivée seconde va valoir 0. Et le seul terme qui va rester, c'est ceci. Mais ceci, c'est quoi? Je peux mettre le 1 sur pθ à l'intérieur du carré. C'est la dérivée de log de pθ par rapport à dθ au carré. Et donc, ce qu'on démontre, c'est qu'à un signe moins près, ceci, c'est moins l'espérance de la dérivée de log de pθ par rapport à dθ au carré. Et donc, j'ai bien ce résultat qui est ici. Donc, on a bien cette idée que cette information de Fisher, elle donne en quoi la distribution est bien piquée, puisque c'est donné par la dérivée seconde. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est cette idée d'additivité d'information. Donc, si jamais vous avez des variables aléatoires x1, x2, xn, vous pouvez calculer l'information de Fisher. Et ce qui se passe, c'est que, ce qu'on a vu un certain nombre de fois, si on regarde la probabilité de ces variables aléatoires x1, xn, si elles sont IID, donc indépendantes par rapport à θ, eh bien, ceci, ça va me donner, c'est un produit, donc le pθ de x1, xn, c'est le produit des probabilités de chacun des xi. Donc ça va me donner la dérivée de la somme, c'est-à-dire la somme de i égale 1 à n des dérivées. Donc, ce que vous avez, c'est une somme de variables aléatoires, puisque les xi sont des variables aléatoires, qui sont toutes indépendantes, parce que les xi sont indépendantes. Donc maintenant, si vous regardez la variance de ceci, c'est la variance de n variables aléatoires indépendantes. Et on sait que la variance de n variables aléatoires indépendantes, c'est la somme des variances. Donc ce que vous allez avoir, c'est que l'information
de Fisher qui n'est autre que la variance de ces quantités de x, ça va être n fois l'information de Fisher de chacun des xi. Autrement dit, c'est bien la somme des informations de Fisher, on a bien cette idée d'additivité, et en fait, rien qu'avec cette propriété, on peut essentiellement retrouver, modulo des propriétés de régularité, cette idée d'information de Fisher, la définition d'information de Fisher. Donc maintenant, on va regarder vraiment à quoi ça correspond à travers la borne de Cramer-Rao. Et cette borne, ce qu'elle va, comme je disais, nous donner, c'est la précision de l'estimation de ce paramètre θ. Et à nouveau, si vous replacez dans le cadre de l'apprentissage, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'inférer un paramètre qui peut être, par exemple, l'ensemble de tous les paramètres d'un réseau. Et ce qu'on veut voir, c'est la précision avec laquelle on va arriver à partir d'une famille d'exemples. Alors, la bande de Cramer-Rao, on va supposer qu'on a à nouveau des données qui sont toutes indépendantes, IID, et qui sont toutes distribuées selon une loi Pθ de x. Donc, ce que je vais supposer, c'est que j'ai mes propriétés supplémentaires, c'est-à-dire que les dérivées secondes vont bien exister. Et ce que je vais définir, c'est un estimateur statistique de mes variables, qui va donc dépendre de x1 des observations x1, x2, xn. Et ça, c'est censé être un estimateur de θ. Et donc, c'est une statistique. Et l'espérance de cette statistique, c'est une fonction de θ que je vais appeler taux de θ. Et il y a un cas particulier où on parle d'estimateurs qui sont non biaisés. Non biaisé, c'est le cas où la moyenne est égale à ce que l'on veut estimer, c'est-à-dire c'est le cas où taux de θ est égal à θ. D'accord ? Ce qu'on veut, c'est d'estimer les paramètres, et j'ai une statistique qui va me donner un résultat qui est une fonction des paramètres, et si en moyenne j'ai le bon paramètre, je dis que l'estimateur est non biaisé. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est la fluctuation de y autour de sa moyenne. Donc la fluctuation de y autour de sa moyenne, c'est donc sa variance. Et ce que la borne de Cramer-Rao me dit, c'est que la variance, elle est toujours plus grande que la dérivée de cette moyenne, donc taux prime au carré, divisé par l'information de Fisher. Et là, comme j'ai n valeurs, l'information de Fisher, ça va être n fois i de θ. D'accord ? Donc, il y a un cas particulier, c'est le cas non biaisé, et dans ces cas-là, on a le corollaire suivant, c'est que taux prime de θ, c'est la dérivée de taux par rapport à θ, ça va me donner 1, et donc dans ce cas-là, dans le cas si non biaisé, alors ce que je vais avoir, c'est que la variance, elle est plus grande que 1 sur n i de θ, c'est-à-dire que l'information de Fisher. 1 sur l'information de Fisher. Donc l'information de Fisher, elle me donne la borne minimum de ma capacité à estimer la variable θ à partir de mes données. Donc c'est bien l'idée de l'information auquel on peut s'attendre. Alors, on va démontrer ça en calculant directement la dérivée taux prime de θ, c'est-à-dire la dérivée de ma moyenne par rapport à la variable θ. Donc, ce que je veux, c'est relier ces deux quantités, sa dérivée et cette variance. Donc, je vais prendre taux de θ, je vais commencer par écrire ce que c'est.
taux de θ, c'est la moyenne de ma statistique. La statistique, c'est une fonction de x1, x2, xn. Donc la moyenne, c'est-à-dire que je vais faire le produit avec la distribution de proba. Comme mes observations sont indépendantes, ben, la distribution de proba, c'est les produits des distributions de proba pour chacun des i de 1 à n, et j'intègre ça par rapport à chacune des x1, des xn. D'accord? Et maintenant, on veut regarder la dérivée. Donc la dérivée, la dépendance en θ, elle est là-bas. Donc je vais bien toujours avoir mon intégrale de ma statistique. Et puis la dérivée du produit, ça va me donner une somme de i égale 1 à n. À chaque fois, je vais avoir une dérivée du p de θ par rapport à xi, et θ. Et à ce moment-là, dans le produit, je vais me retrouver avec tous les termes, sauf le xi qui est ici. Alors pour rajouter le pθ de xi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 1 sur pθ de xi. Et là, je vais faire une somme de i' égale 1 à n, des x, des x', des x1, des xn. D'accord? Donc, j'ai mis le 1 sur p de θ de manière à ce que je les ai tous. L'avantage de ça, c'est que là, du coup, ce qu'on reconnaît à nouveau, c'est somme de i égale 1 à n de d de log de pθ de xi sur dθ. Mais surtout, comme j'ai mis tout ça en facteur, je me retrouve avec, ici, ma distribution de proba qui est intacte, fois ma statistique. D'accord? Donc, fois mon t de x1, xn. Donc, ce n'est autre que l'espérance, c'est la moyenne par rapport à cette distribution de proba, du produit de ces deux quantités. Là, j'ai une première quantité que je vais appeler z, et là, j'ai une deuxième quantité qui est mon y ici. Donc ça, je peux le voir comme l'espérance par rapport à ma distribution de proba de y fois z, produit de deux variables aléatoires. Le produit de deux variables aléatoires, je vous rappelle ce que c'est qu'une covariance de deux variables aléatoires y, z. Ça va être l'espérance du produit moins le produit des espérances. Donc ceci, je peux l'écrire comme étant la covariance de y fois z plus l'espérance de y fois l'espérance de z. Mais l'espérance de z, c'est quoi? Ça va être l'espérance de ces logs de proba, mais c'est-à-dire l'espérance du score. Mais ce qu'on a vu, c'est que l'espérance du score, dans un des tableaux cachés, ça valait 0. Donc ça va valoir 0. Donc ce deuxième terme-là, il vaut 0. Donc je me retrouve en fait avec ma quantité τ' qui n'est autre que la covariance de y fois z. Donc maintenant, on peut regarder le fameux τ' au carré. Et le τ' au carré, c'est donc le module de la covariance de y fois z au carré. Et là, on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz. C'est que la covariance d'un produit, c'est plus petit que le produit des variances. C'est plus petit que la variance de y fois la variance de z. D'accord? Mais c'est quoi la variance de z? Ça va être la variance du score. Et j'en ai n. Donc comme je suis sur la vraie proba, ça va être autre. C'est simplement l'information de Fischer, la variance du score fois n. Et donc, ce que je vais avoir, c'est que la variance de y
elle est plus grande que la dérivée de θ au carré divisée par n fois I de θ au carré. Donc c'est tout simplement l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui me donne ce résultat qui est très fondamental. Ce résultat, il est très important parce que c'est très très rare d'avoir comme ça une borne aussi explicite de la limite d'un estimateur. Et surtout, c'est quelque chose qui va être très utile pour essayer de comprendre comment faire de l'inférence de paramètres. Alors pourquoi? Parce que l'idée, quand vous avez imaginé, on peut se placer dans le cas de la cosmologie, donc il y aura notamment un premier exposé là-dessus qui va être fait par Brice Ménard, et puis je pense qu'il y aura des liens aussi avec l'exposé d'après qui est fait par Jean-François Cardozo la semaine prochaine. La question, par exemple en cosmologie, c'est d'essayer d'inférer les paramètres physiques qui ont gouverné la construction de l'univers et la croissance, en tout cas l'évolution de l'univers. Et d'un point de vue physique, les modèles donnent 6-7 paramètres que Brice expliquera beaucoup mieux, qui dépendent de propriétés d'interaction physique, de densité de masse, matière noire, etc. Et ces 6-7 paramètres, on aimerait les estimer. Et qu'est-ce qu'on a à sa portée? C'est des observations de la distribution des étoiles, de masse, de toutes sortes d'observations obtenues avec des instruments. Et ce qu'on se pose comme question, c'est comment obtenir le meilleur estimateur possible des paramètres physiques à partir des estimations. Et donc, les estimations, c'est quoi? C'est des énormes images, c'est des cubes de données, donc c'est des masses énormes. Et à partir de ces masses énormes de données, on a envie d'extraire quelques descripteurs, un nombre aussi réduit que possible de descripteurs, qui vont capturer toute l'information possible pour l'estimation de θ. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on va essayer, c'est de construire des observables, des observations, x1, x2, xn, à partir de ces images ou ces volumes de données, qui vont permettre d'avoir le meilleur estimateur statistique, qui peut éventuellement être très non linéaire à partir de ces x1, x2, xn, du θ. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, pour ça, il faut maximiser l'information de Fisher, parce qu'il faut que la variance, c'est-à-dire l'erreur d'estimation, soit le plus petit possible. Et donc, il faut trouver les observables qui sont le plus réduites possible, qui vont avoir une information maximum sur ces données physiques. Et là, il y a beaucoup de recherches là-dessus pour comprendre. Et à quoi ça correspond? Ça correspond à essayer de trouver les paramètres qui vont être le plus sensibles possible aux variations de la physique. C'est-à-dire, si la physique change un peu, il faut que l'observation change beaucoup, de manière à ce que l'observation donne de l'information sur la valeur du paramètre. Et donc, évidemment, pour faire ce genre de choses, il faut aussi comprendre la physique, pour essayer de comprendre comment construire ces observations à partir des champs. Donc c'est là où c'est un des sujets, par exemple, de recherche et d'application de ce genre de choses. Alors ici, évidemment, θ, ce n'est pas un seul paramètre comme ce que j'ai fait ici. On va être typiquement, dans la plupart des applications, dans un cas multidimensionnel. Ça veut dire que donc θ, c'est un vecteur ici dans RD, et essentiellement tout ce que je vous ai donné jusqu'à maintenant va s'étendre. C'est-à-dire le likelihood, on l'a déjà vu précédemment, quand on va le maximiser, ce n'est pas la dérivée, mais c'est le gradient par rapport à θ qu'on va mettre à 0. Donc ça, la dérivée va être remplacée par le gradient. Donc l'information de Fisher, si θ est comme ceci, ça va être l'espérance. Donc ce qu'on va avoir, c'est que l'espérance du score, ça c'est pour un estimateur de maximum likelihood, mais pour le vrai paramètre, l'espérance du score, elle va être égale à 0. L'information de Fisher, vrai paramètre, ça va être le module du gradient de log du L de θ au carré.
Et ça, de la même manière, c'est exactement la même démonstration, on démontre que c'est moins l'espérance du hessien du log likelihood, Lθ, pour le vrai paramètre. Donc, OK. Donc, c'est-à-dire la matrice de toutes les dérivées secondes. Avec le sigma. Donc, on retrouve un lien avec ce qu'on avait fait précédemment. C'est que cette information de Fisher, ce n'est autre que le hessien, et donc c'est aussi ce qui va gouverner la vitesse de convergence de votre algorithme de descente de gradient si vous cherchez le maximum likelihood par une descente de gradient. Et donc on voit le lien ici entre l'optimisation et la précision, tout simplement à travers la géométrie de la surface qui est définie par cet ensemble de distributions de probabilité. Donc ça, ce point de vue de géométrie de l'information vous sera aussi donné par Jean-François Cardozo et puis par Frank Nielsen un peu plus en détail après. Alors, le dernier point pour conclure un peu tout ça, c'est d'essayer maintenant d'avoir des estimateurs qui s'approchent de l'optimum. D'accord ? Ce que ce théorème dit, c'est que si j'ai une statistique, au mieux, il va atteindre la borne de Cramer-Rao. La question, c'est comment est-ce qu'on peut l'atteindre. Donc ça va définir la notion d'efficacité d'un estimateur. Donc la première propriété élémentaire qu'on voudrait avoir, c'est une propriété de consistance. Alors je vais me placer ici dans les cas d'un estimateur qui est non biaisé. Et ça, la propriété de consistance, on a vu qu'elle était vraie dans le cas d'un estimateur de maximum de vraisemblance. Donc le Y, ce qu'on aimerait, donc ça, on va supposer que l'espérance de mon estimateur ici, donc c'est le cas non biaisé, c'est bien égal au bon paramètre. Et donc la première propriété, comme j'ai dit, c'est que Y, quand n tend vers l'infini, on aimerait que ça converge vers ceci, en probabilité, et ça, c'est la propriété de consistance. Mais ce n'est pas suffisant de converger, ce qu'on aimerait, c'est avoir une petite erreur quand on est proche de la convergence. Donc, on va regarder la variance. Donc, la variance, donc, ici, le Y, je vais l'appeler, c'est un θ chapeau qui va dépendre de n. Et donc, ce qu'on voudrait regarder, c'est dans le cas où j'ai un estimateur qui est donc non biaisé, c'est de regarder la variance de θ chapeau de n. Et évidemment, ce qu'on aimerait, c'est que cette variance atteigne la variance minimum, là ça vaut 1, c'est-à-dire niθ. Et donc, on va regarder le rapport, l'efficacité, c'est le minimum qui peut être atteint. Le minimum qui peut être atteint, c'est n I de θ étoile, c'est-à-dire l'information de Fisher, l'inverse, divisé par la variance de θ chapeau de n. Alors, le n-1, je peux le mettre en bas, n fois variance de sigma de n. L'idée, c'est que θ chapeau de n, plus j'ai de données, en particulier si j'ai des données indépendantes, typiquement, on s'attend à ce que la variance tende vers 0. Donc ici, n fois la variance, ça va converger vers une constante. Et donc la question, c'est quel est le rapport de ces constantes. Et si c'est égal à 1, puisque de toute manière, ça, l'efficacité, elle va être toujours plus petite que 1. Si c'est égal à 1, j'ai gagné. Alors, pour regarder ça, on va démontrer un résultat un peu plus précis qui est vraiment important, qui est le dernier, qui est la convergence de l'estimateur de maximum de vraisemblance vers une loi normale
dont la variance est précisément l'information de Fisher. Et ça va nous permettre de démontrer que c'est un estimateur qui est efficace, c'est-à-dire qu'il atteint la borne de Cramer-Rao. Alors, pour démontrer ça, j'ai besoin d'une notion de convergence qui est un petit peu différente de celle que j'ai utilisée jusqu'à maintenant, qui est la convergence en distribution. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez, mais je vais vous rappeler. Donc, la convergence en distribution, ça s'applique à une famille de variables aléatoires. Donc vous avez une famille de variables aléatoires x1, x2, xn. Et ce que vous posez comme question, c'est est-ce que la loi des x1, xn va converger vers la loi d'une variable aléatoire x? Alors pour ça, ce qu'on va prendre, c'est les fonctions cumulatives, c'est-à-dire vous avez les distributions, une densité, Pn de x, et si vous intégrez Pn de x entre moins l'infini pour une variable aléatoire et une valeur a, dx, vous avez sa fonction cumulante, son cumulant. Fonction cumulante. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc ça va, quand a tend vers l'infini, évidemment, ça va converger vers 1. Et donc la convergence en distribution, par définition, ça veut dire que les fonctions cumulantes des distributions de probabilité de chacun des xn, quand n tend vers l'infini, en toute valeur petit a, va converger vers la fonction de cumulant de x en tout a où f indice x de a est continu. Donc, il va y avoir une convergence. Donc, la convergence en distribution, c'est la convergence non pas des densités de probabilité, mais des intégrales des densités de probabilité en tout point où cette intégrale est une fonction continue. Donc, cette propriété, en particulier, elle vient avec le fameux théorème central limite. Et le théorème central limite, je vais peut-être vous le donner à côté. Ce théorème dit qu'on va avoir convergence vers une loi normale en distribution d'une moyenne de variables aléatoires indépendantes. Donc, le théorème central limite, pareil, on considère des variables aléatoires xn qui sont indépendantes, identiquement distribuées, qui ont une moyenne, moyenne xn égale mu, et variance sigma carré, donc qui est finie. Et donc ce qu'on regarde, c'est la moyenne, c'est-à-dire la somme de i égale 1 à n des xi, donc n-1. Ce qu'on sait, c'est qu'on l'a montré, cette moyenne, elle va converger en probabilité vers la vraie moyenne mu. On sait aussi que la variance de ceci, ça va être égale à n fois la variance. Donc si on divise ici par... ça va être la variance sur n. Donc si on divise par sigma et je multiplie par racine de n, a priori, cette variance, elle va être égale à 1. Donc j'ai une variable aléatoire. Ce qu'on a déjà démontré, c'est que cette quantité-là, c'est une variable aléatoire de moyenne 0 et de variance égale à 1. Et ce que le théorème dit, c'est quelque chose de beaucoup plus précis, c'est que quand n tend vers l'infini, eh bien ça converge vers la loi normale de moyenne 0 et de variance égale à 1.
Donc ça se démontre sur les fonctions caractéristiques, parce qu'on a une puissance n de fonctions caractéristiques et on sort le terme gaussien. Ça, c'est une démonstration très classique que je ne vais pas faire ici. Par contre, on va utiliser ça pour démontrer la convergence du maximum de vraisemblance vers la loi normale. Donc, ce qu'on veut ici faire, c'est, sous ces hypothèses de régularité que je vais effacer, plus deux autres, je ne pourrais pas les effacer, je vais en rajouter deux. Ce dont je vais avoir besoin aussi, il y avait les propriétés sur les dérivées premières. Seconde, je vais aussi, je ne sais plus combienième, ça c'est ma propriété 5, je vais aussi supposer que j'ai une dérivée d'ordre 3. Ça va être important pour en fait contrôler les... donc c'est même du log de pθ à θ, et que cette dérivée d'ordre 3, elle est contrôlée par une fonction qui est intégrable, telle que l'espérance de m de x est finie. Donc ça, c'est pour pouvoir appliquer le théorème de convergence dominée sur les termes d'erreur, mais je ne vais pas traiter les termes d'erreur, je vais plutôt vous donner l'idée de la démonstration. Mais techniquement, ça, c'est la propriété, cinquième propriété dont on a besoin pour pouvoir avoir la convergence du maximum likelihood. Donc, je vais écrire le théorème sous ces hypothèses. Et je vais vous faire le sketch de la démonstration. Donc je suppose que de R0 à R5 sont vérifiés. Et donc, si on prend pour toute séquence de maximum de vraisemblance, je l'écris MLE, Maximum Likelihood Estimators, θ chapeau de n, qui converge vers θ étoile en proba quand n tend vers l'infini, on sait qu'il y en a au moins une, eh bien, si je regarde l'écart, donc si je regarde la différence entre le θ chapeau de n et le θ étoile, c'est-à-dire l'erreur, que je renormalise non pas par racine de 2, mais par racine de n, et bien ça, quand n tend vers l'infini, ça va converger en distribution vers une loi normale de moyenne 0 et de variance, l'information de Fisher inverse, de covariance si on est en dimension multiple. Donc ce théorème, il dit quoi? Il dit que j'ai un estimateur avec le maximum likelihood qui va être asymptotiquement optimal, qui va être efficace, c'est-à-dire qui va atteindre la borne de Cramer-Rao. Non seulement je suis consistant, θn tend vers θ étoile, mais la variance de mon estimateur, qui était donnée par le théorème de Cramer-Rao, va atteindre la borne exactement l'information de Fisher. Donc, pour démontrer ça, on va calculer... On va calculer la fonction de likelihood et on va regarder sa convergence quand n tend vers l'infini. Donc, à nouveau, L de θ, le likelihood, c'est le log de la proba pris en x.
Maintenant, je regarde un estimateur θ chapeau de n. Donc, ce que je sais, par définition, c'est que c'est là où la dérivée par rapport à θ, que je vais écrire ici L', est égale à 0, puisque le likelihood est maximum. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, ce que je vais regarder, c'est l'écart. Je voudrais regarder l'écart entre θ étoile et θ. Ce que je vais faire, c'est un développement limité du likelihood, de la dérivée, au voisinage du vrai paramètre. Si je fais un développement limité, donc, je vais avoir ici, excusez-moi, je vais essayer de calculer le likelihood du vrai paramètre au voisinage de ce point. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'écart. D'accord ? Je vais regarder l'écart entre l'estimateur et le θ étoile. Donc, je vais faire le développement limité au voisinage de θ chapeau de n. Donc, je vais avoir la dérivée θ chapeau de n. Et puis ensuite, la dérivée de la dérivée fois θ étoile moins θ chapeau de n fois la dérivée seconde pris en θ chapeau de n. D'accord ? Ce que je sais, c'est que ça vaut 0, parce que j'ai un maximum likelihood. Donc, si je l'écris, je vais avoir que θ chapeau de n moins θ étoile, l'erreur, ça va être moins la dérivée première sur la vraie valeur, divisé par la dérivée seconde sur la valeur de mon estimateur. Donc, qu'est-ce que c'est que la dérivée première? La dérivée première, je vais l'écrire au-dessus, c'est la dérivée de log de pθ. Et comme j'ai n variables aléatoires, ça va me faire une somme de i égale 1 à n, dxi, par rapport à dθ, et la valeur étant prise sur le pθ étoile. Alors ça, ce qui nous intéresse, c'est de regarder la convergence de ceci quand n va tendre vers l'infini. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est n variables aléatoires, à nouveau indépendantes. Donc, je suis en train de sommer n variables aléatoires indépendantes. Donc, pour appliquer le théorème de convergence du central limite, ici, il y a une autre chose, c'est que ces valeurs-là, elles ont toutes une moyenne nulle. Elles sont toutes d'espérance nulle. Et leur variance, ce n'est autre que l'information de Fisher, parce que l'invariance du log de la proba au vrai, pour la vraie variable, c'est l'information de Fisher. Donc, je somme des variables aléatoires indépendantes de moyenne nulle. Là, je vais avoir n-1 fois racine de n. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai ici un n à puissance moins 1,5. Donc ici, je vais mettre un moins n à la puissance moins 1,5 ici. Et là, j'ai puis un n à la puissance moins 1,5 ici en bas. Et ça, ce que je sais, c'est que ça va converger en distribution vers une loi normale de moyenne 0 et de variance, l'information, la variance de chacune de ces variables, c'est-à-dire l'information de Fisher. J'ai l'impression que j'ai perdu un n là. Ah oui, non, c'est bon. Ce qu'on va regarder, c'est maintenant ça
fois racine de n. Et donc si je multiplie par racine de n ici, ça revient fois racine de n. En bas, ça revient à avoir un n-1. Donc ça, ce que je sais, c'est que ce que j'ai en haut, ça va converger en distribution vers ma loi normale de moyenne 0 et ma variance formation de Fischer. Maintenant, il me reste à traiter le terme du bas. Et le terme du bas, c'est le terme le plus délicat. Parce qu'on n'est pas exactement sur le point, mais on est sur le maximum likelihood. Alors, le terme du bas, on va écrire ce que c'est. Donc j'ai moins n-1, la dérivée seconde du θ n et d'ordre n. Donc là, l'idée, c'est que ceci, c'est donc la dérivée seconde du log de Pθ. Donc là, j'ai n variables aléatoires, à nouveau, excusez-moi, indépendantes. Donc j'ai somme de i égale 1 à n. Je vais avoir une dérivée seconde par rapport à dθ au carré. Mais cette dérivée seconde, elle est évaluée en θ chapeau de n fois xi. Ce qu'on va dire, c'est que si θ chapeau de n est au voisinage de θ étoile, je sais que je vais converger, j'ai mon théorème de consistance qui me dit que je vais converger vers θ étoile. Ça ne va pas être très différent de n-1 L seconde de θ chapeau étoile. Si je remplace θ chapeau de n par θ chapeau étoile, qu'est-ce que j'ai ici? Je remplace ici par θ chapeau étoile. Eh bien, je n'ai autre que la moyenne des dérivées secondes. Les dérivées secondes, c'est l'information de Fischer. J'ai un signe moins, excusez-moi, ici. Et donc, la moyenne, ça va converger en proba quand n tend vers l'infini, vers l'information de Fischer. Ça, c'est dans le cas où j'ai triché, parce que j'ai remplacé θ chapeau de n vers θ étoile. Pour ne pas tricher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder les termes d'ordre supérieur, c'est-à-dire il faut faire un développement limité de la dérivée seconde au voisinage de θ étoile. On va avoir un terme d'erreur qui va être en θ chapeau de n moins θ chapeau de étoile fois la dérivée troisième. Et ce terme d'erreur, il va être petit à condition que la dérivée troisième soit bornée. Et c'est pour ça que le terme d'erreur, on va pouvoir le négliger. Donc, si on suppose qu'effectivement le terme d'erreur est négligeable avec cette dérivée d'ordre supérieur, à ce moment-là, ceci va converger vers l'information de Fischer. Et donc, ce que vous allez avoir, c'est que le tout va converger en distribution vers une loi normale divisée par ce scalaire. Et comme, si jamais vous le faites rentrer à l'intérieur, donc ça c'est l'inverse, ça va multiplier la variance par le carré de cette valeur. Et donc ça, ce n'est autre que la loi de normale à l'information de Fischer à la puissance moins 1. Et donc, ce que vous avez, c'est bien la convergence vers une loi normale optimale, c'est-à-dire qui atteint l'information ici de Fischer. OK? Donc, ça nous donne le résultat d'optimalité. Et ce résultat, il est vraiment important parce qu'une fois qu'on a ça, on peut accéder à des intervalles de confiance. Et donc, ça, c'est une des questions. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on peut faire une approximation,
On sait qu'on va converger dans le cas où on a l'unicité du résultat vers le résultat optimum. Et donc, on peut calculer la variance en faisant plusieurs expériences. Une fois qu'on a la variance, eh bien, pour n'importe quelle valeur, on peut calculer sachant que c'est une loi gaussienne, on peut calculer des intervalles de confiance. Alors ça, c'est un des enjeux vraiment importants en apprentissage statistique. C'est quand on a des résultats, c'est d'essayer d'avoir des intervalles de confiance. Et donc, comme on est dans ce cadre d'une certaine manière de maximum de vraisemblance, on pourrait se dire que finalement, il suffit d'appliquer ce genre de théorème et on doit pouvoir avoir, par exemple, si on fait de la régression logistique, la régression logistique, on est typiquement dans le cas où on va avoir une loi exponentielle et donc on va avoir unicité du résultat. On sait, a priori en théorie, que quand n tend vers l'infini, eh bien, non seulement on va être consistant, on va converger vers le bon paramètre, mais on a un intervalle de confiance qu'on peut calculer à partir de cette loi norme. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans les réseaux de neurones, ce genre de technique ne marche pas pour beaucoup de raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas du tout d'unicité du maximum de vraisemblance. On le sait bien, on n'a pas du tout des profils convexes et quand vous faites votre optimisation par descente de gradient, typiquement, il y a un moment où vous allez être coincé dans un minima local. C'est pour ça qu'on peut éventuellement essayer avec des initialisations multiples. Le deuxième point, c'est que le nombre de paramètres n'est pas du tout le régime dans lequel on est. Parce que ici, vous voyez, j'ai fait la démonstration avec un θ qui est un paramètre unique. Tout ça s'étend facilement dans le cas où θ, c'est un paramètre de dimension fixée, parce que le théorème de convergence dominée s'applique si θ est un paramètre, un vecteur de dimension finie. Mais l'idée, c'est que la dimension de θ doit être tout petite par rapport à n. Or, ce qui est assez déstabilisant dans le cas des réseaux de neurones, c'est qu'on n'est pas du tout dans ce régime-là. On n'est pas du tout dans le régime, et ça c'est le régime statistique classique. Le régime de statistique classique, c'est que si je regarde la dimension de θ, c'est P, et P c'est typiquement une constante, et on va laisser n, c'est le nombre d'échantillons, c'est-à-dire d'exemples, et n va tendre vers l'infini. Donc, autrement dit, P sur n tend vers 0. Ça, c'est le régime statistique classique. En fait, dès qu'on approche des problèmes de grande dimension, on n'est pas du tout dans le régime P sur n tend vers 0, mais on est dans un régime plutôt où P sur n tend vers une constante. C'est-à-dire que le nombre de paramètres est typiquement de l'ordre du nombre d'exemples. Un exemple très simple, le premier cas où vous allez rencontrer ça, c'est si vous voulez, par exemple, faire une PCA, c'est-à-dire une analyse en composantes principales. Une analyse en composantes principales, vous allez avoir typiquement, prenez par exemple des images, d'accord ? Vous avez des images et puis vous voulez calculer leur matrice de covariance. Donc votre image X de U, c'est typiquement, ça va avoir K au carré pixels. Donc K au carré. Ensuite, vous allez calculer la matrice de covariance, c'est-à-dire que vous allez regarder pour toutes les translations l'espérance entre X de U et X de U moins taux. Ça, c'est déjà dans le cas où vous supposez que vous êtes stationnaire, donc tout se passe bien. Dans ces cas-là, le nombre de coefficients, c'est le nombre de translations, ça va être de l'ordre de K carré. Donc, combien de paramètres vous allez avoir? Cp, c'est de l'ordre du nombre de pixels dans le cas stationnaire. Et puis maintenant, vous voulez par exemple estimer la base qui va diagonaliser la covariance.
Et ce que vous espérez, c'est que ça va converger vers la base qui diagonalise la covariance des espérances. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que la dimension, le nombre de paramètres que vous avez pour définir cette base, elle va être de l'ordre, ici, de nombre de pixels au carré. Donc typiquement, ça va être de l'ordre du million. Combien d'exemples vous allez avoir pour estimer votre base de PCA? Probablement moins d'1 million. Donc vous voyez que vous avez moins d'exemples que le nombre de paramètres. Et donc typiquement, vous allez être dans ce régime-là. Et donc il ne faut pas rêver, vous n'allez pas pouvoir estimer de façon consistante toute votre base. Dans le meilleur des cas, ce que vous allez pouvoir estimer, c'est les plus grands vecteurs propres. Et donc toute la question dans ce genre de problème, c'est de voir, lorsque on est dans ce régime P sur N qui tend vers une constante, qu'est-ce qui est quand même consistant à l'intérieur de mon estimation. Donc, à nouveau, dans le cas d'une base de PCA, ce qui va être consistant, ce n'est pas l'estimation de tous les vecteurs propres. Ce qui va pouvoir être consistant, c'est éventuellement l'estimation des plus grands vecteurs propres, un nombre constant de vecteurs propres, mais pas tous. Donc ça, c'est le problème qui va complètement nous sortir de ce cadre de statistique classique, donc de ce cas asymptotique, et c'est pour ça que toutes ces problématiques de machine learning posent vraiment des questions qui sont profondément originales en statistique mathématique. Voilà, donc ça finit la première partie du cours. Et ce qu'on va faire dans la deuxième partie, c'est attaquer une autre vision, qui est la vision de Shannon, qui consiste à essayer de redéfinir cette notion d'information, mais sans paramètres. C'est-à-dire que là, l'idée de base de Fisher, c'est de dire les données, on va les représenter à partir de familles paramétrées, et les paramètres, ça représente quelque chose d'utile pour comprendre, par exemple, le phénomène physique, le phénomène biologique, et en ce sens, on appelle ça de l'inférence. La perspective de Shannon était totalement différente. Le problème, ce n'était pas du tout de découvrir le monde et de découvrir la nature des paramètres, mais transmettre des données. Donc la question, c'est quel est le nombre minimum de bits dont on va avoir besoin pour transmettre ces données. Et donc, on ne définit plus du tout de modèle. Ce qu'on veut simplement, c'est reproduire ces données. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une convergence, en fait, des notions. L'information au sens de Shannon, en fait, on va retrouver cette notion d'espérance de log probabilité. Et là, ce qu'il va y avoir derrière, c'est la notion d'entropie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va à nouveau se retrouver très proche de la physique, puisque l'entropie, c'est quelque chose qui, évidemment, est au cœur de la thermodynamique et surtout de façon très générale de toute la physique statistique, que j'avais abordé très très brièvement à travers les distributions exponentielles et qu'on va revoir réapparaître ici à travers ces notions d'entropie. Alors, est-ce qu'il y a des questions autour de tout ça, de ces principes d'information de Fisher, d'estimation Non? Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Va y avoir donc dans la deuxième partie une présentation de Brice Ménard, qui est déjà ici, qui est professeur à Johns Hopkins, sur cette notion de complexité. Donc ça, c'est quelque chose, je vous l'avais mentionné au début, la notion de complexité, elle arrive au moment où on commence à se poser la question de la nature des modèles et d'une certaine manière, du nombre de paramètres des modèles qui sont sous-jacents. Et c'est là qu'on essaye d'associer une notion de complexité. Donc ça, c'est aussi ce dont il nous parlera, en lien avec les problématiques de cosmologie. Donc on fait une pause et à 11h10 à peu près, dans un quart d'heure, on reprend pour cette conférence.